Oh, ça marche, c'est cool. Bon, on va y aller. Allez, c'est parti. Petite session hackathon. J'ai eu une discussion avec des gens du GUS, avec des gens liés à la communauté SQL Server, à savoir quel était un tout petit peu le ton à donner à cette session sur hackathon. Est-ce que c'était une version un tout petit peu barbue, version Fred qui est devant, ou est-ce que c'était une version un tout petit peu plus soft, qui était orientée, on va dire, usage lié à hackathon. Pourquoi est-ce que j'utiliserai hackathon? Pourquoi je n'utiliserai pas hackathon? Donc en fait, de cette session, c'est un tout petit peu hackathon pour les nuls. Pas exactement, mais bon, on va quand même faire quelque chose d'assez light. Donc ne vous attendez pas forcément à avoir du debugger ni du journal de transaction version hackathon. Je pense qu'on réserve ce genre de session deep dive une fois que le produit sera sorti, quand il sera en release finale. On aura le temps de faire des choses bien approfondies. Là, le but vraiment de la session, c'est de vous donner envie d'utiliser Hackathon, de voir un tout petit peu quelles sont les possibilités offertes par ce nouveau moteur qui est compris dans SQL Server. Un tout petit peu de présentation. Donc, je m'appelle Christophe Laporte, je travaille sur SQL Server depuis 1997. Vous pouvez me joindre par email, par mon blog, par Twitter, n'hésitez pas. Merci à nos sponsors. Sans nos sponsors, cet événement qui est fait pour vous n'aurait jamais lieu. Donc c'est quand même intéressant de les remercier. Alors un petit agenda. Pourquoi Hackathon? Comment? Donc du changement. Donc des choses très très basiques. Quelques considérations hardware. On va quand même rester un tout petit peu sur le hard parce qu'il y a quand même des choses qu'il faudra pas oublier. C'est qu'on va consommer de la mémoire, on va consommer du disque. Donc il y a pas mal de choses à regarder de ce côté-là. On verra quelles sont les limitations de Hackathon. Hackathon version 1, SQL Server 2014, on est vraiment en version 1. Alors même si cette version est pleinement utilisable, on verra que mine de rien, il y a un certain nombre de, je dirais, de limitations sur la V1. Migrer ou pas migrer, telle est la question. Alors pourquoi Hackathon? Pourquoi Hackathon? Tout simplement, on se rend compte que, au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte que les disques flash deviennent de plus en plus utilisés. Alors oui, ils sont de plus en plus utilisés, ils sont beaucoup plus performants que les disques rotatifs. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous étaient présents au SQL Saturday qu'on a fait en septembre, ici à Paris, où j'avais présenté une session sur les disques. Donc grosso modo, pour retracer très rapidement, un disque à plateau, donc un disque rotatif, vous avez grosso modo une vitesse, une latence d'accès qui va être de l'ordre de 5 à 7 millisecondes. Dès que vous passez sur des disques SSD, vous êtes déjà x 1000, c'est-à-dire que vous êtes au niveau de la microseconde. Et si vous allez sur des technologies mémoire, donc de la mémoire RAM, de la RAM, au niveau de votre serveur, vous serez directement à 10-9. Donc clairement, il y a quelque chose à faire. On va essayer d'oublier les disques rotatifs pour aller vers de la mémoire. Donc effectivement, cette mémoire, déjà le prix diminue. Donc ce qui devient assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, charger un serveur avec 128 Go, 256, 512, voire 1 Tera, c'est pas quelque chose qui est inaccessible comme il y a certaines années. Prix catalogue chez certains constructeurs, alors là ça date peut-être des prix d'un an, mais une barrette de 16 Go, c'était, allez, on va dire 300 € hors taxe. Donc je pense que d'un point de vue d'une société, c'est pas non plus aberrant de pouvoir se payer des serveurs qui sont gavés de RAM. Donc la mémoire, en termes de quantité, va augmenter, le prix va diminuer. La puissance des CPU, là il y a un petit souci, c'est que oui, la puissance va augmenter, le seul problème c'est que la fréquence, elle, n'évolue pas. Donc il va falloir encore une fois trouver des solutions. Si je veux gagner en performance, je vais devoir arrêter mes disques rotatifs, je vais utiliser de la mémoire. Le problème c'est que ma CPU, je vais être limité par ma CPU, tout simplement parce que la fréquence ne croît plus. Donc en fait, il ne reste plus que le code. Et le code, c'est SQL Server. Le code. SQL Server et même les autres bases de données. Aujourd'hui, on considère que globalement, tous les SGBD, quels qu'ils soient, ils sont matures, ils sont optimisés. Ils ont fait beaucoup de boulot pour optimiser le code. Maintenant, on est arrivé à une limite où il y a des choses à l'intérieur du moteur qui empêchent d'aller plus vite. Clairement, on en est arrivé là. Tous les SGBD sont matures, tout est optimisé. Donc, il faut trouver de nouvelles voies. Trouver de nouvelles voies pour augmenter les perfs. Alors comment? Bonne question. En supprimant des lignes de code. Tout simplement. Si pour créer une transaction, pour mettre en place une transaction, un insert, un update, un delete, peu importe, imaginez que vous ayez peut-être 1 million de lignes de code machine derrière, je peux augmenter les perfs en diminuant ce nombre de codes machine, ce nombre de lignes. Ça, c'est un fait. Alors, il y a une autre chose qui va coûter cher, ce sont les latches. Qui a connaissance des latches?
Oh, une partie. C'est bien. OK. Donc, un latch, qu'est-ce que c'est dans SQL Server? Ça va être un mécanisme de protection d'une ressource physique. Vous voulez accéder à une zone de mémoire? OK. Ben, à un moment donné, il y aura une seule personne, une seule session qui pourra y accéder. Donc, le latch, c'est vraiment un mécanisme qui est très très fin, qui est vraiment au niveau du moteur. Vous ne pourrez pas poser de latch. C'est vraiment quelque chose qui est au niveau du moteur et qui vous permettra en fait, de synchroniser des accès sur de la ressource matérielle. Typiquement, la mémoire, mon buffer pool, vos fameuses pages de 8 kg qui étaient en mémoire, pour y accéder, à un instant, il y a une seule session qui pourra y accéder. Donc, il va falloir mettre en place ce genre de mécanisme. Donc, le latch, c'est quelque chose qui coûte cher d'un point de vue du traitement. Les locks, les verrous, là, c'est vous qui les posez. C'est vous qui les posez dans vos transactions. C'est vous qui les posez sur vos niveaux d'isolation dans les requêtes. Donc, le lock, cette fois-ci, c'est un mécanisme de contrôle de la concurrence d'accès. Qu'est-ce qui se passe si j'ai une ligne, une table qui est verrouillée? Est-ce que je peux y accéder? Ce sera peut-être du read and committed. Est-ce que je peux y accéder parce que ce sera du read committed snapshot isolation, donc du versionning, donc qui est apparu avec SQL Server 2005? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc le latch, le lock, ce sont des choses qui vont me poser énormément de problèmes d'un point de vue de la performance. Et un lock, quand je dois poser un lock, moi, derrière, ça va m'entraîner plusieurs dizaines de latches. Donc forcément, on est sur un effet boule de neige. Donc entre le lock et le latch, on sait très bien qu'on a de la performance à récupérer. Le plan d'exécution. Un plan d'exécution, c'est quoi? En fait, c'est SQL Server, votre requête va arriver sur le serveur. Schématiquement, elle va être compilée. Une phase de parsing, vous avez écrit select ou vous avez écrit selecte, grosso modo. Algébrisation, vous allez déduire de votre requête un arbre. Comment va être schématisée votre requête? Une phase d'optimisation, quels sont les index que vous allez choisir, que SQL Server va choisir pour aller le plus rapidement au résultat. Donc il va vraiment essayer d'optimiser au maximum cette requête. Et en fait, bien que la requête soit compilée d'un point de vue SQL Server, son exécution, elle, continuera d'être interprétée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur quelque chose qui est générique. Je vais aller rechercher des infos dans un index, puis ensuite je vais rentrer dans une boucle de type nested loop pour aller rechercher des informations en keylookup ou autre. Dans tous les cas, cette interprétation, elle va coûter cher parce que je dois passer tous les éléments du plan d'exécution les uns derrière les autres. Et cette interprétation, elle va avoir un coût. Alors certes, si vous êtes sur des données qui sont basées sur disque, mais finalement le coût de l'interprétation va être relativement négligeable. Par contre, n'oubliez pas qu'on est en train d'essayer de mettre un maximum d'informations en mémoire ou sur des disques rapides. Si vous êtes dans cette configuration-là, alors l'interprétation va devenir un facteur de coût. Donc, quelque chose qui va me limiter d'un point de vue de la performance. C'est là qu'arrive Hekaton. Donc Hekaton n'est pas nouveau, on en a déjà parlé plusieurs fois dans les journées SQL Server ou dans différents événements en France. Hekaton, c'est quoi? C'est un nouveau moteur. Alors des moteurs, il y en a déjà dans SQL, on va voir un petit schéma tout à l'heure, mais c'est un nouveau moteur, au sens nouveau moteur de base de données. Ce qui veut dire qu'on va rajouter un certain nombre de choses. C'est le second moteur in-memory, après Apollo. Apollo, les column store. Philippe en a parlé sur la plénière tout à l'heure. Ce qui veut dire que je vais avoir en mémoire mes tables et mes index. Et seulement en mémoire. Mes index ils ne seront pas présents sur disque. Ma table doit être à 100% en mémoire. Je ne peux pas avoir 10 lignes de ma table en mémoire, le reste sur disque. Non. À partir du moment où vous mettez votre table dans le moteur Hekaton, 100% des données de la table doivent résider en mémoire. Ce qui veut dire que si vous voulez y mettre une grosse table, vous avez tout intérêt à avoir beaucoup de mémoire. La deuxième chose qu'apporte Hekaton, c'est une compilation native des procédures stockées. Donc on a vu qu'effectivement, le fait d'interpréter une requête SQL, donc de prendre tous les éléments qui la constituent et au fur et à mesure de l'exécution, je dirais d'interpréter chacun de ces éléments, ça me coûtait cher. Pour enlever cette partie-là, je vais être capable de travailler en compilation native au niveau d'une procédure stockée. Alors pas encore au niveau du code des requêtes ad hoc, au niveau des requêtes transact SQL, mais pour une procédure stockée, je serai tout à fait capable de la compiler en code C. Et donc, si je la compile en code C, ça veut dire que je vais charger une DLL à l'intérieur de SQL Server. Si je charge ma DLL, ça veut dire que d'un point de vue de l'exécution, je suis vraiment sur du compilé natif. Ça va aller beaucoup plus vite. Ce qui m'embêtait aussi, c'était les locks, les latches. Avec le modèle Hekaton, plus de lock, plus de latch.
On verra comment est-ce que ça fonctionne d'un point de vue de la concurrence d'accès, du verrouillage, etc. Il n'y a plus de verrouillage, mais il reste quand même la concurrence d'accès. Donc, voilà, il me manquait les petits trucs. Je vous ai dit qu'effectivement, Hekaton, c'était un moteur supplémentaire. Et on le retrouve effectivement dans la trilogie des moteurs. Le moteur classique, c'est le moteur relationnel. Vous accédez aux données qui sont en mémoire dans le fameux buffer pool. J'espère que vous avez bien profité du buffer pool, parce que quand on est dans le modèle Hekaton, on n'utilise plus le buffer pool. On utilise de la mémoire, oui, mais ce n'est plus le mécanisme classique lié au buffer pool. Donc des pages de 8 kg qui sont en mémoire que je vais allouer, d'ailleurs ça se passait mieux en 2012, c'est dommage, que j'allais allouer via le single page allocator à l'époque. Apollo, le column store index, la troisième partie. Ce qui est intéressant avec SQL Server, c'est que tout est embarqué à l'intérieur du produit. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question, ah oui, alors ma table elle est dans quel modèle? Non, c'est pas grave. Une requête dans son modèle d'interprétation, dans son modèle d'exécution en mode interop, peut s'exécuter sur les 3 moteurs indifféremment. Et vous pouvez avoir une requête qui accède à 3 moteurs en même temps. Donc vous pouvez avoir quelque chose qui est quand même sacrément performant et qui va pouvoir faire des jointures entre une table column store, une table disk-based, donc une table classique en mode relationnel, ou une table dans le modèle Hekaton. Alors est-ce que ça change? Est-ce que ça change? Philippe a un tout petit peu vendu la mèche tout à l'heure, mais il avait bien raison. Effectivement, on change rien ou presque et ça change tout. C'est ça qui est intéressant, c'est que si vous avez du code, gardez-le. On ne va pas vous demander de redévelopper vos applicatifs. Le but n'est pas là. Donc les requêtes que vous avez déjà développées peuvent s'exécuter dans n'importe lequel des mondes, dans n'importe lequel des moteurs. Ça ne posera pas de souci. C'est ce fameux mode interop. Il va pouvoir vous permettre d'accéder à une table dans le monde Hekaton depuis du code Transact SQL. Mais on peut aussi changer tout, ou presque, et ça change soit rien, soit tout. À vous de voir. Vous le voyez comme vous voulez. Vous pouvez aussi profiter des fameuses procédures stockées compilées pour réécrire ces procédures. Vous verrez, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Mais l'intérêt derrière, c'est que ces procédures stockées vont être beaucoup plus performantes que des procédures stockées interprétées. Ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue de l'appel, votre applicatif client, lui, il ne sait même pas que votre base de données est passée dans le modèle Hekaton, que votre table est en mémoire. Et il ne sait pas non plus que la procédure stockée qui est en train d'appeler, elle a basculé d'un monde relationnel à un monde in-memory, à un monde compilé. Donc vous pouvez tout changer côté code, côté serveur, sans avoir à revoir votre appel. Donc le fait que l'appel soit inchangé, c'est quelque chose qui va être très intéressant, encore une fois, d'un point de vue de la migration, parce que vous n'aurez rien à faire. Et c'est pleinement intégré à SQL Server. Et la force, elle est là. Ce n'est pas le petit add-in qu'on rajoute par une option cachée dans un programme de setup. Non. Hekaton, tout comme le column store index, c'est quelque chose qui est pleinement intégré. Et quand on dit pleinement intégré, ça veut dire que ça fait partie des sauvegardes au même titre que toutes les tables du monde relationnel. Ça veut dire que d'un point de vue de setup, vous ne le voyez même pas passer. Ça veut dire aussi que c'est complètement compatible avec toute la partie cluster, donc le FCI, le cluster de basculement, c'est aussi compatible avec les groupes de disponibilité, y compris aller lire des données sur un secondaire. Petit trace flag à l'heure actuelle. Ça veut dire aussi que d'un point de vue de la gestion, de la surveillance de votre serveur basonné in-memory Hekaton, tout ce qui est profiler, tout ce qui est X-Event, tout ce qui est DMV, ben c'est déjà prêt. Autrement dit, toutes les habitudes de travail que vous avez, vous pouvez les conserver. Alors oui, il y a des nouveaux événements, oui, il y a peut-être des nouvelles DMV, mais finalement, ce que vous savez faire dans un monde relationnel, vous pourrez l'étendre très simplement à Hekaton. Alors, en état mémoire, la question se pose, est-ce que le fait que mes données soient in-memory et seulement in-memory pose un problème d'un point de vue de la durabilité? Vous vous souvenez les fameuses propriétés acides sur les transactions? À partir du moment où vous avez fait un commit, la donnée, vous êtes censé pouvoir la récupérer n'importe quand. Pourquoi? Parce qu'elle a été stockée sur disque et qu'au pire, il y a une phase de redo si vous redémarrez votre serveur, peu importe. Mais à partir du moment où la donnée n'est stockée que en mémoire, est-ce qu'on ne peut pas craindre pour sa durabilité? Toute la question est là. Ben en fait, non. Non, on n'a pas besoin de craindre. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'un point de vue de la durabilité, on va avoir 3 options. Je n'avais pas assez de place sur un slide, c'est pas grave. Donc 3 options d'un point de vue de la durabilité. La première option, qui est l'option par défaut, le schéma Ndata.
À ce niveau-là, ma transaction va être durable, mais vraiment durable. C'est-à-dire que vous faites votre insert, vous faites votre update, vous faites votre delete, ça ne change rien. Vous allez écrire dans un journal de transaction qui, de manière synchrone, est écrit sur disque, les fameux fichiers LDF, tout simplement. Donc pour ceux qui ont l'habitude de regarder dans le journal de transaction, avec un FNDB-log, vous avez l'équivalent XTP FNDB-log, de manière à aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc le commit de la transaction est complètement synchrone et je vais écrire dans mon journal de transaction. Ce qui veut dire que si par mégarde je débranche électriquement mon serveur, quand je vais relancer mon service, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau de la phase de redo, on en reparlera plus tard, on va aller relire le journal de transaction et on va rejouer ces transactions. Donc vous ne pouvez pas perdre de données avec ce mode-là. Le mode par défaut, le mode schéma and data, c'est exactement ce que vous avez quand vous utilisez une table sur disque, une disk-based table. C'est l'option par défaut, c'est persister sur le disque juste avant le commit. Et ça, c'est une différence énorme d'un point de vue de la performance. Imaginez-vous avec une belle table, vous faites un update, 200 000 enregistrements. Et à la fin, vous faites, ah ben non, en fait, rollback. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans un monde relationnel disk-based? Vous avez fait votre update. Et ensuite, vous avez fait votre rollback. Autrement dit, votre journal de transaction, ben, si vous allez voir à l'intérieur, vous verrez qu'il y a un certain nombre de lignes, un certain nombre d'enregistrements. Donc, votre journal de transaction va être gros, va être volumineux. Et pourquoi? Pour rien, vous n'avez pas fait le commit. Ça ne sert à rien de le faire. Là aussi, Hekaton apporte une nouvelle solution, c'est-à-dire qu'on va écrire dans le journal de transaction au moment du commit et pas au début de la transaction. C'est-à-dire que tous les updates que vous allez faire ne seront sérialisés dans le journal qu'au moment du commit. Et ça, c'est extrêmement important d'un point de vue de la performance. La deuxième possibilité, c'est en fait quelque chose qui va être ultra performant. La partie schéma only. Imaginez-vous quasiment une table temporaire. Je ne voudrais pas appeler ça une table temporaire, mais on pourrait quasiment imaginer le fonctionnement d'une table temporaire. Vous créez une table, la seule chose qui va résister à un restart du service, c'est le schéma de la table. Autrement dit, dès que vous allez faire des inserts, vous allez insérer, vous allez insérer, vous allez insérer en mémoire. Mais étant donné que vous ne demandez pas de durabilité, ça ne sert à rien d'écrire dans le journal de transaction. Donc si vous n'écrivez pas dans le journal de transaction, gain de performance. Mais on est bien d'accord que la donnée ne résistera pas à un restart du service SQL, que ce soit un restart planifié ou non planifié, peu importe. Donc on est bien dans une durabilité qui n'est liée qu'au schéma et pas à la data. Alors pourquoi utiliser ce genre de table? Tout simplement parce que vous avez besoin d'une performance extrême sur un traitement d'un point de vue temporaire. Donc c'est pour ça que j'aime bien le comparer à une table temporaire, même si techniquement, il y a quand même des choses qui vont différer d'une table temporaire. Ce sont vraiment des données volatiles. La dernière possibilité, alors ça c'était pas présent sur la CTP1, c'est arrivé avec la CTP2 de mémoire, c'est la delayed durability. À savoir que oui, on va écrire dans le journal de transaction, donc je suis censé récupérer mes transactions, mais peut-être pas toutes. En fait, vous, d'un point de vue business, vous allez prendre le risque, vous allez décider tout simplement de vous accorder une perte éventuelle de données. Éventuelle, je ne peux pas vous dire combien, je ne peux pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça va être beaucoup plus performant qu'une table en schéma et données. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez passer votre transaction, vous allez écrire dans un cache lié au journal de transaction, et puis un petit peu plus tard, il va y avoir un gros flush de ce cache directement sur disque. Ce qui veut dire que dans ce cache, je peux trouver une transaction, 2 transactions, 10 transactions, peu importe. Mais le gros gain, en fait, va être tout simplement dans le fait que quand SQL Server va décider de faire son flush des données, enfin du journal de transaction sur disque, il va écrire beaucoup d'informations à la fois. Des blocs qui vont pouvoir peser peut-être jusqu'à 256 kg, peu importe, peut-être plus. Mais au moins, vous allez vraiment profiter d'un sous-système disque qui sera rapide pour écrire énormément de données à ce moment-là. Donc la version Delay Durability, c'est quelque chose qui va me permettre finalement d'être à moitié dans le monde schéma and data d'un point de vue de la durabilité et à moitié dans un monde ultra performant où je m'autorise éventuellement à perdre quelques informations. Donc effectivement, si vous avez des charges de travail qui sont très élevées,
un très très gros workload sur votre OLTP, c'est peut-être quelque chose à envisager. Je ne sais pas, à vous de voir. C'est un tout petit peu comme si finalement sur du database mirroring ou des groupes de disponibilité, vous vous autorisez tout simplement un réplica asynchrone et éventuellement vous pouvez perdre de l'info. À vous de voir. C'est vraiment un choix business à faire, mais d'un point de vue de la perf, derrière, ça va être effectivement un tout petit peu différent. On va pouvoir le gérer à plusieurs niveaux. Je vous ai mis une petite capture d'écran. Propriété de base de données, on a un nouvel item qui apparaît sur la durabilité. Donc vous pouvez le changer directement par du code. Vous pouvez le mettre en propriété de base de données. Et vous verrez aussi, je vous ferai la démonstration, on peut le mettre directement sur une procédure stockée. Sur une procédure stockée, on pourra choisir effectivement la durabilité. En fait, étant donné qu'on va pouvoir positionner ce paramètre à la fois côté base et à la fois côté code, on va se retrouver un tout petit peu confronté à un tableau. Comment est-ce que ça va se passer? En fonction de ce que vous allez mettre au niveau du commit, donc au niveau par exemple de votre procédure stockée ou de votre code, et en fonction de ce que vous avez mis sur la base de données, ben vous avez un petit tableau qui va vous indiquer si oui ou non votre transaction est fully logged, enfin complètement durable. Est-ce qu'elle est semi-durable, entre guillemets, avec le mode délayé, ou alors est-ce qu'elle est complètement, je dirais, délayée. Donc c'est en fonction de ces paramètres-là que vous allez choisir le comportement que vous voulez donner finalement à votre journal de transaction. On va le choisir en fait une fois, propriété de la base, on va le choisir une deuxième fois sur une procédure stockée, et à partir de là, vous plongez complètement dans ce monde-là. Ok, bon, on va passer un petit peu à quelques démonstrations. Donc, première démonstration, on va parler de la création d'une base. Donc, Philippe l'a fait en démonstration, on va revenir très rapidement dessus. Deuxième chose, création d'une table, donc avec la notion d'index de type H. On reparlera des index un tout petit peu plus tard. Et au niveau de la table, avec la propriété Memory Optimized à On et le choix sur la durabilité. Alors, avec une main, ça ne va pas être pratique, mais on devrait y arriver. La seule chose dont on a besoin finalement pour l'instant dans Hackathon au niveau d'un create de database, c'est le collation. Le classement de la base pour l'instant n'est pas, je dirais, libre. On espère que plus tard ça viendra. Aujourd'hui, votre French CIAS, vous pouvez l'oublier, malheureusement. Donc aujourd'hui, on va se contenter de collation binaire. N'hésitez pas, encore une fois, à prendre des fichiers relativement conséquents. Avoir un journal de transaction dans un modèle Hackathon qui soit relativement faible d'un point de vue de la volumétrie n'a pas forcément de sens. N'hésitez pas à lui donner quand même un tout petit peu d'espace, mais on reparlera côté hardware de ce qu'il est important d'avoir comme disque. Je crée une base. Pour l'instant, elle n'a rien de particulier. J'ai juste donné un collation, un classement. Donc, c'est une base comme les autres. Mais cette base comme les autres, je pourrais, comme l'a fait Philippe tout à l'heure, moi je le fais un tout petit peu différemment, lui dire que je vais lui donner un stockage particulier. Donc ça va passer par un file group particulier. Et ce file group particulier, je vais tout simplement lui dire que c'est en dessous, pardon. Je vais mettre dans cette base de données des tables disk-based. Donc ça, ce sont des datas classiques. Et ensuite, CTRL-R, je vais rajouter donc mon fameux file group lié à Hackathon, qui va contenir que des données Memory Optimized. Et ce file group, je vais tout simplement lui adjoindre un fichier. Alors ce n'est pas un vrai fichier, c'est juste un répertoire. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont utilisé la technologie du file streaming dans SQL Server. En fait, la technologie file streaming a été complètement récupérée pour écrire les données. Donc finalement, derrière, c'est à peu près la même techno qui va écrire du file stream ou qui va écrire des données liées à Hackathon dans ce répertoire-là. Vous le nommez comme vous voulez. Je ne sais plus si j'ai fait ça, donc on va refaire. Ok, créer une base, c'est pas plus compliqué que de créer une base classique ou de récupérer une base de données que vous avez déjà et lui adjoindre tout simplement un file group qui va contenir des données Memory Optimized. Dernière étape, la création d'une table. Je pense que vous savez tous créer une table disk-based, j'espère. Petite chose,
Je la crée où? Sur data FG. Essayez d'éviter, ou en tout cas supprimer la mauvaise habitude de créer vos tables dans le file group primary. Si je vous demande de stocker vos fichiers Word, Excel, Access et autres dans ces Windows, vous allez me regarder avec des yeux pas possibles. C'est un petit peu ce que vous demandez à SQL Server quand vous demandez à SQL de mettre toutes vos données, vos tables utilisateurs dans le file group primary. Le file group primary, il a déjà pas mal de choses à faire avec ces tables système. Essayez de me garder des file groups spécifiques pour vos datas. Ça vous donnera beaucoup plus de latitude pour vos backups, pour du RTO, du RPO éventuellement, si vous êtes en édition Enterprise, avec du recovery partiel sur des bases données. Donc n'hésitez pas à mettre vos données ailleurs que sur le primary file group. Donc on va créer une table classique. Une table Hekaton, ce n'est pas plus compliqué qu'une table classique, à savoir que je peux tout à fait mettre ma primary key directement online, et quand je vais créer l'index qui se cache derrière la primary, je vais tout simplement par exemple lui mettre un index de type hash. On verra le hash et le range un tout petit peu plus tard. Ce qui est important, c'est le bucket count. En fait, à partir du moment où vous allez créer un index sur votre table, vous allez rajouter au moins un index, et cet index-là, en fait, va être, va prendre la valeur du table ID, de la colonne, et tout simplement la mettre dans des buckets avec une fonction de hachage. Et c'est à partir de là, à partir de cette fonction de hachage, qu'il arrivera à retrouver ces données. Alors là, je suis parti sur 2 millions. Derrière, lui, il va tout simplement arrondir à aux 2 puissance n supérieures. Et dernière option au niveau de ma table, qui finalement est la plus importante, Memory Optimized A-on, et la durabilité que vous allez choisir parmi les 3 types de durabilité possibles. Deuxième possibilité, schéma only au niveau de la durabilité. Donc on verra d'un point de vue performance ce que ça change tout à l'heure. Une fois que vous avez créé vos objets, vous avez une DMV, DMOS Loaded Module. N'hésitez pas à la requêter, c'est toujours intéressant, surtout quand on attaque de l'Hekaton. Vous retrouvez quoi en fait? 2 modules liés donc aux 2 tables que j'ai créées. Et je vois ici que j'ai... Oups, j'ai pas été assez loin. Pas évident avec une seule main. Je vois que j'ai 2 DLL. Donc quand on vous dit que c'est vraiment du compilé, c'est vraiment du compilé. Il y a une DLL. Et si ça vous amuse d'aller décompiler la DLL, vous pouvez aller décompiler la DLL. Je ne suis pas sûr que dans la vraie vie, il y ait vraiment un intérêt à ça. Mais si ça vous amuse, dans le répertoire data, par défaut de votre data route au niveau d'SQL Server, vous avez un répertoire XTP qui est arrivé, le numéro de la base numéro 5, et ensuite, vous avez du code C et de la DLL. Donc du code C, vous pouvez tout à fait le regarder. Ici, c'est tout simplement le numéro de l'objet, dans l'object ID, dans SysObject. Et si je veux regarder du code C, j'ai droit à voir du code C qui représente ma table. Et quand je créerai mes procédures stockées, je verrai aussi la même chose. Est-ce que ça a un intérêt de voir ça? Je ne suis pas sûr, mais c'est toujours amusant de voir un tout petit peu comment c'est fait derrière. Sachant que ces DLL-là, c'est vraiment les DLL qui vont vraiment gérer l'objet. Ce qui veut dire que la DLL est chargée quand? Elle est chargée quand vous créez votre objet. Et la deuxième chose, ça va aussi être chargé quand vous allez redémarrer votre serveur. Alors très rapidement, je n'avais pas prévu de mettre ces slides au départ, puis finalement j'ai changé d'avis. Un enregistrement dans Hekaton, je ne sais pas si certains d'entre vous vous amusiez à l'époque à faire des DBCC tables, des DBCC pages, pour aller voir un tout petit peu comment étaient structurées les données en mémoire, donc au niveau d'une page de 8 kg. Ce genre de choses n'est plus possible. C'est un petit peu dommage, on n'a plus la possibilité de le faire. Peut-être ça reviendra, mais pour l'instant, en tout cas dans la version actuelle, il n'y a pas de moyen. Donc voici grosso modo comment est structuré un schéma, une table et un enregistrement intérieur d'Hekaton. La notion de begin-end au niveau de la transaction, très important, on verra ça tout à l'heure. Des index et ensuite la partie payload, donc vos données à vous. Alors, un problème que l'on se pose souvent, sachant que j'ai plus de latch et que j'ai plus de lock, qu'en est-il de la concurrence d'accès? Est-ce que la concurrence d'accès est toujours, je dirais, bien vérifiée, bien traitée par SQL Server? Donc déjà, on va assumer que les conflits sont rares. Je ne sais pas chez vous si c'est le cas, mais il y a quand même une bonne partie des données, une bonne partie des bases de données où les conflits, en termes de lecture, d'écriture, sont relativement rares. Donc,
partant de là, on va quand même combiner un certain nombre de techniques. 3. Verrouillage optimiste. Donc ça, c'est quelque chose qui, dans SQL Server, n'était pas forcément de mise jusqu'à l'arrivée du RCSI, mais on était vraiment sur du pessimiste, on bascule sur de l'optimiste. Une transaction se déroule sans verrouillage. Je vous le montrerai. Insert update, plus de verrous, ils n'apparaissent plus. Les conflits sont détectés lors de la phase de validation. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous allez avancer au niveau de vos transactions, et dès que vous voulez faire un commit, SQL Server ira vérifier si cette transaction peut être effectivement réalisée. Si ce n'est pas le cas, il va vous renvoyer une erreur. Ce qui veut dire que systématiquement, si vous voulez coder proprement dans le modèle Hekaton, pensez systématiquement à faire du try-catch sur ces erreurs-là, parce que vous verrez, l'erreur va arriver très très vite. Je n'ai même pas eu envie de faire mon commit, que dès que je vais passer un update, il me dira « Ah, désolé, je sais que cet update, je ne serai pas capable de faire un commit dessus, tout simplement parce qu'il faudrait que j'aille lire des données qui étaient présentes au moment du début de la transaction, quelqu'un les a modifiées dessus, depuis, je ne peux pas travailler sur ces données-là. Donc clairement, on va avoir une erreur qui va se présenter. Donc il faut prévoir au niveau du code du try-catch. Multiversion. On va vraiment travailler sur du multiversion. Dès que vous faites un update, ce n'est pas l'enregistrement que vous allez modifier. Vous créez une nouvelle version de l'enregistrement. Ça va avoir des conséquences côté mémoire et côté disque. Mais surtout, côté lock, c'est qu'il n'y a plus de lock si vous créez une nouvelle version d'enregistrement. Il n'y a plus de verrouillage sur cet enregistrement-là. Et en fait, on va se baser aussi sur la notion de timestamp. Les timestamps, c'est tout simplement pour marquer le début d'une transaction, la fin d'une transaction. Et le fait d'avoir un début et une fin de transaction va faire qu'à partir du moment où j'ai une requête qui voudra requêter des données, cette requête, elle a commencé avec un timestamp particulier, elle ira rechercher toutes les bonnes versions des enregistrements par rapport au début et aux fins de la transaction ou des transactions qui auront éventuellement modifié des données. Donc cette notion de timestamp fait que je vais pouvoir peut-être me retrouver avec 2, 3, 4, 10 versions d'enregistrement du même enregistrement en mémoire. Et le timestamp me permettra de récupérer la bonne. Petite démo. Alors avec une main, toujours pareil. Je suis allé trop loin. Alors première démo sur le verrouillage. Je vous propose de faire quelque chose de très classique. Un insert. Un insert tout bête. Dans ma table, je vais mettre un enregistrement. Et derrière, je vais regarder les verrous que provoque ma session. C'est-à-dire, moi tout seul, comme un grand, qu'est-ce que je provoque comme verrou. Donc, j'exécute cette partie-là sur une table classique, une table dans le modèle disk-based. Et j'ai oublié un petit use. Ça va pas changer. Je fais un insert et j'ai droit à un verrou exclusif sur la key. Ce qui est logique. Je viens d'ajouter un enregistrement, mais je verrouille cet enregistrement. La même démonstration sur une table Hekaton. Montre qu'il n'y a... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris laquelle? Hekaton table. J'ai pas fait mon commit tout à l'heure? Je sais plus. J'avais pas fait mon commit. La même démonstration sur Hekaton. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé quelque part. Ah, j'ai voulu faire un insert. Zut. Bon, avec un peu de chance ici, on le verra. Je vais le remontrer tout à l'heure. On n'a absolument pas de verrou posé sur la table, ni sur la ligne. Si je fais la même chose, CTRL R, avec un update, donc un update qui va me verrouiller les enregistrements, au niveau de la disk base table, je me rends compte que j'ai bien un verrou au niveau de la ligne, qui est un verrou exclusif, que je vois ici. Et la même démonstration sur une table Hekaton. J'ai toujours pas de verrou. J'ai que des verrous partagés, donc rien qui ne soit problématique d'un point de vue du workload. Donc c'est finalement grâce à l'absence de verrou et grâce à l'absence de latch que derrière, d'un point de vue performance, je serai vraiment meilleur. Le problème des accès concurrentiels. Donc je vais faire un petit delete des données qui sont présentes. Le problème des accès concurrentiels, c'est tout simplement... je vais rajouter quelques données dans mes deux tables. Alors d'un point de vue performance, pour l'instant on est kiff-kiff. Il n'y a pas trop de différence.
première... ça va être compliqué, ça, le micro, là. On va tenter des choses. Je vais essayer de parler fort. J'espère que ça s'entendra dans le micro. Donc, première session, Big Intram. Je vais dans une seconde session où je vais faire des modifications sur un certain nombre d'enregistrements. Ok, j'ai fait mes modifs. Je reviens dans ma première session. Si je fais un select dans le monde disk base, je suis bloqué. Logique, il y a des verrous qui sont posés sur les enregistrements. Je suis bloqué. Et je suis bloqué jusqu'à quand? Jusqu'à ce que dans ma seconde session, je fasse un commit ou un rollback. Je fais mon commit, je suis déverrouillé, je vois bien les modifications qui sont apparues. Et dans ma première session, je peux refaire un commit et mon select. Donc ça n'a pas changé dans le modèle disk based. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant si je bascule dans le monde Hekaton? Je commence une transaction sur la première session. Dans la deuxième session, je vais faire des modifications de données où je vais mettre session 2 au niveau de mon champ filler. Mes lignes sont mises à jour dans la session numéro 2. Je fais un select sur la session numéro 1. Je ne suis pas bloqué et je vois, comme dans le mode RCSI, les enregistrements issus de la première session. Enfin, en tout cas, avant le début de la seconde session. Logique. Dans ma seconde session, je fais un commit tram. Que va-t-il se passer au niveau du select qui est présent dans la session numéro 1? Est-ce que je vais voir les données modifiées par la seconde session? Non. Pourquoi? Parce que tant que je n'ai pas fait de commit, je ne suis pas sorti de mon timestamp lié à ma session. Donc je vois les données qui sont issues d'avant. Donc je vois vraiment la copie de l'enregistrement tel qu'il était avant. Et il faut vraiment que je fasse un commit sur cette session-là, de manière à pouvoir avoir la visibilité sur les enregistrements modifiés. Tout simplement. Pourquoi? Parce que voyez bien que chacune des transactions a un begin timestamp, un end timestamp. Et tant que vous n'êtes pas dans cet intervalle-là, vous ne verrez pas les données de cette transaction-là, tout simplement. Dernier petit test. Que se passe-t-il si j'essaye de faire en gros 2 fois le même update dans 2 sessions différentes? Première session, un begin tram. Je vais récupérer, si j'y arrive, mon code pour le mettre dans la deuxième session. Begin tram, un update, tout se passe bien. Et donc l'accès concurrent va arriver maintenant. Mon update va échouer. Pourquoi est-ce qu'il échoue? Il me le dit clairement. Pour lui, cette transaction ne pouvait pas être validée, uncommittable transaction. Donc clairement, il n'a pas été plus loin. Il ne m'a même pas demandé mon commit. Il a détecté que cette transaction ne pouvait pas aboutir. Donc c'est ce genre d'erreur que vous devez absolument trapper au niveau de vos applicatifs, de manière à relancer derrière le traitement et faire les traitements qui vont bien, qui sont adéquats. Donc c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Au niveau de la concurrence d'accès, on est correct. On est correct, il n'y a pas de risque, je dirais, par rapport à des données qui seraient dirty ou autres. Vous êtes vraiment correct d'un point de vue des datas. La seule chose, il faut toujours garder à l'esprit, donc là c'est normal, elle avait échoué, il faut toujours garder à l'esprit que vos transactions sont bornées par une date de début, une date de fin, un timestamp de début, un timestamp de fin. La compilation des procédures stockées. Donc on parle vraiment de procédures stockées. Ce qui veut dire que tout votre code ad hoc, vos requêtes ad hoc, ça ne rentre pas dans la compilation native. Donc je sais, vous utilisez du link, vous utilisez plein d'entity framework, etc. Ben, essayez peut-être de garder des choses quand même côté base de données dans des procédures stockées, de manière à pouvoir réellement bénéficier de la puissance liée à Hekaton. Alors attention à une chose, le plan d'exécution, il est déterminé au moment de la compilation, ce qui veut dire que vous devez avoir des stats à jour et que les données qui sont présentes dans votre table à ce moment-là doivent être représentatives de, je dirais, de quelque chose qui va tout le temps être présent dans votre table. Ça, c'est absolument fondamental. Sinon, c'est à peu près comme dans l'ancien modèle. Hein. Des données non représentatives impliquent quoi? Impliquent un plan d'exécution qui ne sera pas optimal, donc des performances qui ne seront pas bonnes. Et ça reste vrai pour Hekaton. Donc, ce qui veut dire que
étant donné que la compilation va intervenir à la création de la procédure stockée ou lorsque la base donnée va être remise online après un restart de la base ou une restauration de la base, à ce moment-là, vous avez tout intérêt à avoir des stats qui sont à jour. Donc, le problème des statistiques, j'y reviendrai demain dans une autre session, mais les statistiques à jour, c'est encore plus fondamental dans le modèle Hekaton que ce que l'on pouvait voir dans un modèle traditionnel en disk-based. Pourquoi? Alors, pourquoi est-ce qu'on fait de la procédure stockée compilée en natif? Tout simplement pour éviter l'interprétation du plan d'exécution. On le sait que c'est lent. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui est complètement générique. On peut se retrouver avec un nested loop, puis le coup d'après, on peut se retrouver avec un merge join au niveau d'une jointure. On est sur quelque chose qui est complètement générique. Et à partir du moment où on est générique, c'est comme partout, on est lent. Donc, pour éviter l'interprétation, on va le compiler. Ce qui va me permettre de réduire le nombre d'instructions au sens code dans le moteur pour chacune des transactions. Si j'arrive à réduire mon nombre d'instructions pour les transactions, je serai donc plus performant. Alors comment? Tout simplement en générant du code C, comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc toutes les procédures stockées que vous allez compiler dans Hekaton, dès que vous allez les créer, elles seront compilées en C et derrière il y aura une DLL qui sera chargée, encore une fois, dans SQL Server. Donc comment est-ce qu'on va créer une procédure stockée? Create procédure, vous lui donnez le petit nom qui va bien. Vous avez un petit bloc with que vous connaissez peut-être par rapport à du execute as quelque chose, donc ça c'est quelque chose qui existait déjà. Ce que je vais devoir faire, c'est de faire de la native compilation, c'est la nouveauté, et après un tout petit peu comme vous faisiez avec des vues indexées, un schéma binding. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous avez mis en place une procédure stockée dans Hekaton, vous ne pouvez plus modifier le schéma d'une table. Entre guillemets, c'est pas trop grave parce que le alter table n'existe pas pour l'instant. Vous êtes obligé de faire un drop de la table et un recreate. Donc finalement, c'est pas si gênant que ça. Et ensuite, on va dicter un tout petit peu le comportement. Atomique, transaction isolation level, snapshot. Le read committed, pour l'instant, ça n'existe pas. Donc vous êtes sur du snapshot ou supérieur. Language, English. Et à ce niveau-là, on verra tout à l'heure, je pourrais même introduire le paramètre sur la durabilité. Donc, création d'une petite procédure stockée en version disk-based. Donc, la procédure est relativement simple, elle fait juste une insertion dans la table. La même chose, version Hekaton en natif, donc avec native compilation, le bloc atomique, le même insert. Et je le fais aussi dans une table non durable. Je le fais dans deux tables Hekaton et une table classique. Je lance la création des procédures et encore une fois, il me ramène deux lignes supplémentaires au niveau de mes modules. C'est tout simplement les DLL qui correspondent à mes procédures stockées. Alors, je vais là encore une fois lâcher le micro, sinon j'aurai du mal. Petite exécution pour voir un tout petit peu si on a des différences de performance entre du disk-based et des modèles Hekaton. Alors là, pour commencer, j'ajoute 50 000 lignes dans chacune des tables. Donc ça va durer juste quelques secondes. Allez, quand tu veux. Alors d'après vous, qui c'est qui dure le plus longtemps? La disk-based. Tout simplement, pour insérer 50 000 enregistrements, ça m'a pris 13 secondes sur ma table disk-based, 73 millisecondes sur ma table schéma and data, donc fully durable, et 67 millisecondes sur ma table qui est en schema only, entre guillemets, ma table temporaire. Alors si on veut s'amuser un tout petit peu, hein, on peut passer par exemple sur 500 000. Alors c'est une table très simple, mais ça donne un tout petit peu idée de ce qu'on est capable d'avoir. Ah ben c'est déjà fini, ok, parfait. Donc pour 500 000 enregistrements, je suis à moins d'une demi-seconde, que je sois natif, en fully logged, donc en schéma and data au niveau de la durabilité, ou que je sois en schéma only. Donc imaginez ce que ça peut faire sur vos traitements avec 500 000 lignes à moins d'une demi-seconde. Donc la petite nouveauté de la CTP2, c'était d'avoir de la durabilité délayée. Donc un petit peu plus tard, je vais mettre ça dans un cache et je le regarderai plus tard. Donc allowed. Au niveau des propriétés de ma base, je vais créer une procédure stockée qui va tout simplement
une table et une procédure stockée qui va me mettre le delay durability à on directement dans ma procédure stockée. Donc je dis, ok, je prends le risque d'éventuellement perdre des données sur cette procédure stockée là. J'exécute. Et maintenant que j'ai créé mes objets, je vais faire le test sur ma table Hekaton classique et ma table delayed. Alors je fais les trois. La table schéma and data, la table schéma only et le delayed. Alors on se rend compte que le delayed effectivement, alors sur ce coup là, on va le relancer une deuxième fois, j'étais pas tip top. Allez. Ah, c'est amusant. Ça va à l'encontre de tous les tests que j'avais pu faire, mais c'est l'effet démo, pourquoi pas. Donc on voit que le delayed me prend ce coup-ci plus. Ah, j'ai peut-être pas les bons nombres d'enregistrements. Si, je suis à 500 000 partout. Bon, assez bizarre. Généralement, on est quand même sur quelque chose qui est un peu plus rapide que la table avec schéma and data. On va enchaîner, sinon vous n'irez pas manger. Gestion des index. Donc, la création est concomitante à la création de la table. Hors de question de faire un create index a posteriori. Pendant que vous créez la table, vous créez votre index. Ce qui veut dire que si vous voulez changer un index, il faut recréer la table. Qu'est-ce que vous faites des données entre-temps? À vous de voir. Donc, les index ne sont présents qu'en mémoire. Aucun index n'est écrit sur disque, que en mémoire. Un minimum, par exemple votre primary key, 8 maximum. Ok, c'est peut-être une limite par rapport à ce qu'on pouvait connaître. Maintenant, quand on voit les performances sur du lookup, on se rend compte que 8, c'est déjà pas mal. Deux types d'index, du hash ou du range. Le hash, entre guillemets, c'est vraiment l'index. J'ai un tableau de pointeurs qui va pointer sur des enregistrements. Contrairement aux index que vous avez dans des tables disk-based, il n'y a pas de duplication d'informations. Ce n'est juste qu'un pointeur. Pas de duplication d'informations. Le range, ça s'apparente un tout petit peu à ce qu'on pouvait avoir. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver la notion de bit-tree. Alors, ce n'est pas le bit-tree classique, c'est le bit-W-tree. Donc là, il y a un petit, je vous ai mis sur un slide tout à l'heure, juste après, un petit article à lire. C'est pas hyper reposant, on va dire, mais c'est un bon article sur comment fonctionne cet index-là. Donc, grosso modo, on va choisir du hash à partir du moment où on connaît à peu près le nombre de valeurs distinctes que je vais avoir au niveau de ma clé, au niveau de ma colonne. Je vais peut-être travailler sur du range à partir justement du moment où je ne connais pas mon bucket count, où je ne connais pas le nombre d'enregistrements que je vais avoir, le nombre de valeurs distinctes que je vais avoir. Mais ça peut être intéressant aussi sur des recherches d'intervalles. Vous voulez obtenir toutes les commandes entre telle date et telle date, je pense qu'un index range sera plus performant qu'un index hash sur ce genre de choses, tout simplement parce qu'il a aussi une structure qui s'apparente à un bit-tree. Donc bon, rapidement, un petit schéma sur la gestion des index. On voit vraiment que ce sont des pointeurs qui vont pointer vers l'enregistrement ou les enregistrements ou les différentes versions d'enregistrement. C'est ça ce qui est intéressant, c'est que les différentes versions d'enregistrement vont être liées, c'est une liste chaînée les uns aux autres. Le range index, on retrouve la notion d'arbre. Le titre à mettre sur Bing, sur Google, sur n'importe quoi, le bit-tree. Donc n'hésitez pas à lire cet article. Vous avez aussi le PDF qui est marqué au bas du slide. Normalement, les slides seront disponibles à la fin des sessions. Donc je vais vous faire une petite démo assez rapide, encore une fois, sur la notion des index. Sinon, on n'arrivera pas à finir. Je vais faire, grosso modo, les deux mêmes tables. Une table de personnes avec un identifiant, un nom et un prénom, dans le monde Hekaton et dans le monde disk-based. Deux fois les mêmes tables. Côté Hekaton. J'insère ensuite 19 000 et quelques enregistrements dans chacune des tables. Normalement, CTRL Z, je l'avais fait en haut, je pense. Mise à jour des stats, n'oubliez pas la mise à jour des stats avant de création de procédures stockées ou autre. Une table de type disk-based, vous avez un cluster index scan. Dans le monde Hekaton, vous aurez un non-cluster H index, H pour H, I pour index. Vous aurez à peu près la même chose. Donc, il faut juste reprendre l'habitude de relire les plans d'exécution. Quand vous aviez du cluster index scan, vous passez sur du index scan. Bon, il est non cluster, mais surtout, il est H. C'est la seule différence. Si je regarde un tout petit peu le coût de mes requêtes, sur ce coup-là,
la partie hécatone va me coûter un tout petit peu plus cher. Quand vous aviez du cluster index SIC, vous passez sur du non-cluster H-index SIC. Ah, cette fois-ci, regardez la différence au niveau du coût. 99% pour la version table, 1% pour la version H. Là, ça commence à devenir intéressant sur du non-cluster SIC. Donc pour des keylookups, franchement, ça avance bien. Non-cluster index scan, donc je vous refais rapidement, encore une fois la démo. Non-cluster index scan, oh, ok, index scan, c'est à peu près la même chose, sauf que je suis passé sur un index de type H. Non-cluster index SIC, oups, pas la bonne. Non-cluster index SIC, encore une fois, regardez la différence de traitement, la différence de poids relatif des requêtes les unes avec les autres. Donc on voit bien que le modèle hécatone est quand même beaucoup plus performant. Et le keylookup. Le keylookup, je pense que c'est vraiment un des points forts. C'est que j'ai plus besoin de faire mon fameux nested loop que vous voyez souvent, avec souvent aussi un petit conseil pour créer des index supplémentaires. À partir du moment où vous êtes dans le modèle hécatone, étant donné que vous pointez sur l'enregistrement, vous êtes directement au bon endroit, vous n'avez pas besoin d'aller rechercher des informations supplémentaires en lookup. CTRL R. Ok, conclusion, des gains à attendre au niveau keylookup. Alors, quelques considérations rapidement au niveau mémoire. Grosso modo, taillez votre mémoire pour pouvoir supporter au moins 2 fois la taille des données hécatone. Vous avez une table d'1 giga, prévoyez au moins 2 gigas de mémoire. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que les enregistrements vont pouvoir potentiellement être présents plusieurs fois. Plusieurs fois jusqu'à ce que plus personne ne soit susceptible d'utiliser les vieilles versions. Auquel cas, le garbage collector va passer et il fera le ménage. Ok. Mais en attendant, vous devez quand même avoir beaucoup de mémoire sur vos machines. Alors après, il y a une limitation qui a été codée directement dans SQL Server. Vous ne dépasserez pas 80% de la mémoire de votre serveur pour la partie hécatone. N'oubliez pas non plus qu'on n'est plus dans le buffer pool. On est complètement à côté. Ce qui veut dire que si vous voulez limiter un minimum la consommation de mémoire pour la partie hécatone, pensez aux ressources gouverneur. Le ressource gouverneur sera là pour ça. Attention non plus à ne pas consommer trop par rapport au buffer pool. Ce qui veut dire que ce qui a été introduit dans SQL Server 2014, à savoir le buffer pool extension, le fait de prendre toutes les clean pages et de les flusher et de les positionner sur un disque local très rapide, c'est quelque chose qui pourra éventuellement vous permettre de donner un petit peu plus de RAM à hécatone au détriment du buffer pool, parce que vous savez que les données qui sont clean vont être présentes sur un disque rapide que vous pouvez, je dirais, accéder à tout moment. Donc vous pouvez jouer avec tout ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est que de la mémoire, vous allez en consommer. Donc mettre un serveur hécatone en production avec très peu de mémoire, ça n'a franchement aucun intérêt. N'oubliez pas que toutes les tables aussi doivent tenir en entier en mémoire. Vous ne pouvez pas démarrer finalement votre modèle hécatone si la table ne tient pas de manière entière dans la mémoire. Donc imaginez votre serveur de prod, vous avez 512 Go de RAM avec une table hécatone à 256 Go. Cette base de données, vous ne pourrez pas la restaurer sur un serveur de dev, vous n'avez pas 256 Go de RAM. Côté hardware, le disque, 2 à 3 fois l'espace. Pourquoi? Parce que vous stockez N versions des enregistrements. Et quand vous faites un delete, vous ne supprimez pas les informations. Vous allez juste écrire dans un fichier Delta le fait qu'un enregistrement a été supprimé. Mais plus tard, il y aura une opération de merge entre les fichiers qui va permettre de regagner de l'espace. Mais en aucun cas, vous allez supprimer les enregistrements. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours dans une logique de versionning. Vous faites du reversioning. Donc dès que vous faites un insert, vous allez écrire dans le fichier de data. Dès que vous faites un delete, un update, vous allez écrire dans le fichier soit de delta, soit dans le fichier de data. Et c'est le checkpoint qui va un tout petit peu faire le ménage, un tout petit peu comme c'est déjà présent dans SQL Server. Le fichier checkpoint va fermer un fichier de data pour en commencer un autre. Donc de l'espace, vous allez réellement en conserver. Quand vous allez créer votre base, au départ, il va créer, si ma mémoire est bonne, 8 fichiers de data, ce qui veut dire 8 fois 128 mégas déjà sur disque, même si vous avez quasiment 0 données dedans. Donc de l'espace, vous allez en consommer. Comptez 2 à 3 fois l'espace. Prenez des disques ultra rapides, parce que là, je peux vous jurer que votre sous-système disque va être très stressé. Vous oubliez les disques rotatifs. C'est SSD minimum. N'oubliez pas l'espace pour les index. Personne qui réagit? Merci. Merci. Pas d'index dans les datas.
Donc quelques limitations. Alors c'est vraiment prévu pour du high throughput OLTP. Donc du décisionnel, pas forcément. On est vraiment sur ce genre de problématique-là. N'oubliez pas aussi qu'on est toujours limité à une taille d'enregistrement de 8060 octets. Pas de type off-row. Donc tout ce qui est varchar de Mac, tout ce qui est SQL variant, on oublie. Pas de type CLR. Donc XML, géométrie, géographie, on oublie. Pas de trigger. D'un point de vue design, pas de foreign key. En fait, pas de contrainte. Alors oui, vous pouvez en mettre, mais ce n'est pas supporté. Moi, j'ai rien dit. Le gars du support, il est là. Pas de propriété identity, pas d'alter table, ce qui veut dire drop recreate, pas de create index, ce qui veut dire drop recreate, mais de la table. Alors imaginez si vous voulez changer la structure de votre table alors que vous avez déjà des données dedans. Intérêt de cogiter le truc, parce que sinon vous pouvez perdre de l'information. Donc ça, une partie des limitations d'SQL Server 2014 est là. Alors ça peut freiner des déploiements, ça peut freiner des migrations, mais n'oubliez pas que derrière, il y a un gain de perf qui est quand même assez intéressant. Ah, encore quelques petites limitations, désolé. Pas de truncate table, pas de merge, des curseurs, non, vous n'utilisez pas de curseur, donc il n'y a pas de problème. Pas de requête cross-database, donc vous êtes confiné à votre base de données. Vous ne pouvez pas aller chercher des données sur une table qui est à côté, que ce soit sur des requêtes ou sur une base qui est à côté. Donc pas de requête ni de transaction cross-database. Pas de serveur lié, pas de locking ins, ok, vous n'utilisez pas de toute manière, et pas encore de support sur la partie read uncommitted, read committed et read committed lock. D'un point de vue du recovery, que se passe-t-il si votre serveur tombe et que vous le redémarrez? Alors il y a toute une phase d'analyse, vous allez devoir rechercher le dernier checkpoint, puis une fois que vous les avez trouvés, c'est bien, j'ai mon checkpoint, je vais devoir recharger les données en mémoire. Ben oui, puisque vous travaillez en mémoire. Si vous avez une table Hécaton qui fait 512 Go, ben, il va falloir aller chercher ces 512 Go sur disque pour les remonter en mémoire avant de commencer à travailler. Donc le RTO, le Recovery Time Objective d'une base de données, peut être relativement long. Donc ce chargement, en fait, il va être effectué depuis les fichiers data delta, effectué en parallèle, alors un thread par fichier, en y repensant maintenant, je me demande si ce n'est pas un thread par couple de fichiers, delta data. Il faut vérifier. D'un point de vue performance et RTO, ce n'est seulement dicté que par la performance de votre disque. Donc si vous vous plaignez d'avoir un RTO trop lent, achetez des disques, plus rapides. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Phase de redo, vous devez rejouer transaction. Ben, c'est exactement comme ce que vous avez à l'heure actuelle. Si vous faites un shutdown with no wait de votre instance SQL, quand vous allez la redémarrer, allez voir dans le error log de SQL Server, vous allez voir N transactions roll forward. Vous avez rejoué des transactions. Pourquoi? Parce qu'elles étaient dans le journal de transaction, mais pas encore committées dans les data, entre guillemets, ou écrites dans le fichier de data. Ce sera à peu près la même chose pour Hécaton, même si les données, elles y sont quelque part, mais on a quand même une phase de redo. On a une phase de redo à faire pour jouer les dernières transactions depuis le dernier checkpoint. Et cette phase-là, elle va s'exécuter de manière concurrente entre les données de type table et les données de type Hécaton. Donc ne vous étonnez pas si cette phase est lente, parce que là, vous êtes assujetti au vieux modèle de la base de données avec les tables disques. La phase undo, ben en fait, non, c'est seulement que pour les tables issues du monde disk-based. Pourquoi? Il n'y a pas d'undo sur des tables dans le modèle Hécaton, tout simplement parce que ce n'est qu'au moment du commit qu'on écrit les données dans le journal de transaction. Donc, il n'y a pas d'undo. Migrer ou pas migrer, telle est la question. Si vous avez des besoins de faible latence, oui, ça peut être une bonne idée de migrer. Pourquoi? Parce qu'on sait que Hécaton est très performant. On le sait. C'est prévu pour, ils l'ont fait pour ça. Vous avez des problèmes de concurrence d'accès? Effectivement, Hécaton va vous en solutionner une partie. Vous avez des problèmes de lock, de latch. Les problèmes de latch, on savait en résoudre une partie. Mais tout n'était pas faisable. Donc oui, vous pouvez migrer. Tout ce qui était table value parameters, donc vous pouvez passer des tables directement en paramètres à une procédure stockée. Aujourd'hui, vous créez des variables de type table. Ben, dans le futur, n'hésitez pas à créer des tables Hécaton pour ça. C'est une bonne idée, une table avec une durabilité de type schéma only, ça suffit. Quand vous avez beaucoup de requêtes qui vont faire du nested loop avec du lookup, c'est une bonne idée. Par contre, je ne suis pas sûr que migrer, si vous avez de très très gros volumes, c'est une bonne idée. Pourquoi? Si vous migrez une table, deux tables, pourquoi pas? Mais si vous migrez votre très grosse table, pensez toujours RTO, pensez toujours consommation d'espace disque. Donc là, il faudra vraiment évaluer la portée de cette migration. Attention au type de données, tout n'est pas supporté. Attention aussi aux contraintes, pour l'instant, tout n'est pas supporté.
Si vous n'avez pas un schéma qui est ultra stable, c'est-à-dire que tous les 3 jours, vos développeurs vous mettent une nouvelle version en prod, vous pouvez oublier. Ou alors vous attendez un tout petit peu qu'il se soit calmé. Si vous avez des gros tables scan, je ne vous garantis pas qu'un table scan dans le modèle Hekaton sera plus performant que dans un modèle disk-based. Bien au contraire. Donc quand vous avez des gros tables scan, c'est pour ça que la partie data warehouse, on oublie un tout petit peu, c'est clair. Pas de table scan. Oh, tant pis, vous n'avez pas mangé. On déborde. SharePoint, on m'a posé la question. Ce n'est pas un bon exemple. Ne migrez pas du SharePoint. Alors, par où commencer? Et je vous promets, c'est quasiment la fin, donc j'étais pas si mal que ça d'un point de vue timing. Par où commencer? Microsoft, dans son infinie bonté, nous a donné un petit outil. Alors, je ne suis pas un grand fan, mais il faut quand même que je le montre parce qu'il est quand même intéressant. Un outil qui s'appelle l'AMR, qui est très très simple à utiliser. Je vous ferai la démo en 30 secondes. Ça va me permettre d'identifier les tables et procédures stockées que je vais pouvoir migrer, ou au contraire, celles que finalement je ne pourrai pas migrer. Donc, ça va me donner un petit aperçu des gains de performance éventuellement possibles. Allez, petite démo. Oui, il ne me l'a pas mis. Bon. C'est la surprise. Allez, c'est pas grave. Il manque un petit fichier, on devrait s'en sortir. Étape numéro 1, en fait, alors c'est quelque chose que certains d'entre vous connaissent probablement, c'est la notion de data collector. Je vais tout simplement configurer une base de données data warehouse. Alors vous en avez peut-être déjà une, hein, tant mieux. DWH. OK. Next. Pour la sécurité, pour l'instant, on repassera. Next. Une fois qu'on a configuré ce data warehouse, on va tout simplement demander au data collector de collecter. Configurer une data collection. Et là, pour ceux qui se rappellent des écrans d'avant, il y a un petit peu plus de choses. Donc effectivement, je vais choisir ma base data warehouse. Je vais mettre un petit setamp au niveau du cache et je vais collecter un certain nombre de choses. Et je valide. Alors j'espère que setamp existe. Setamp existe. Allez. On va faire tourner, c'est là où j'ai perdu quelques infos, mais c'est pas très grave. On va faire tourner juste quelques requêtes pour voir ce que ça peut donner. Programmability, storage proc. Voilà, c'était ces deux procédures. Hop. Open. Et la procédure 2. J'exécute, pas dans la bonne base, AdventureWorks. Donc j'exécute un certain nombre de fois ces procédures. Ce qui se passe, c'est que derrière, le collecteur est en train d'enregistrer ce qui se passe. Et une fois que ce sera terminé dans quelques secondes, mais on peut abréger les souffrances, en allant directement maintenant, en fait, gagner un tout petit peu de temps en faisant l'upload des données. Start job. Donc à partir du moment où j'ai ma collecte qui tourne, que j'upload de mes données, quand je vais sur ma base de données à migrer, reports, je suis sur la base data warehouse, reports, j'ai ici un transaction performance analysis overview qui est arrivé, donc un nouveau rapport qui vous permet tout simplement de voir l'usage AdventureWorks. Ah, ben j'avais dû collecter un petit peu trop tôt. J'ai dû collecter trop tôt. J'aurais aimé vous montrer un joli petit schéma. Non, c'est pas la bonne base non plus. J'ai dû le faire trop tôt. On va repousser les données une deuxième fois. Start. Refresh. Bon, décidément, les dieux de la démo ne seront pas avec moi aujourd'hui.
J'aurais bien aimé vous montrer, en fait, il y avait un joli petit graphique qui vous montre quelles sont les tables qui sont vraiment intéressantes à migrer. Si vous rentrez un tout petit peu dans le graphique, vous obtenez des tableaux de ce style-là, où vous voyez les gains de performance qui sont attendus. Donc si vous voulez la démo, j'essaierai de la refaire tourner un petit peu plus tard, il est temps d'aller manger. Pour commencer, honnêtement, ça devient intéressant. Donc, performant, facilité à l'installation, facilité à l'usage, facilité d'intégration. C'est vraiment compris dans SQL Server, il n'y a rien à rajouter. Quelques ajustements si vous voulez vraiment profiter de toute la perf. Mais n'oubliez pas, c'est qu'une V1. Ce n'est qu'une V1. Donc le futur, je pense que ce sera bon. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à regarder les gars en t-shirt rouge. On tourne dans le coin, vous pouvez poser des questions.